Et j'ai trouvé des réponses et des voix qui résonnaient dans les livres, à travers des romans, des auteurs. C'est eux qui m'ont ouvert les yeux ou qui m'ont fait comprendre que peut-être d'autres gens pensaient un peu comme moi ou comme ils ont affirmé une pensée que j'avais mais que je savais pas exprimer. Et c'est vrai que parfois les livres ça se réconcilie avec le monde, oui. Depuis notre rencontre en janvier 2023, j'ai rencontré Sabeel Goussou 3 fois. La première, l'hiver dernier, quand il est venu à la librairie pour parler de Beyrouth-sur-Seine, son dernier roman publié chez Stock et couronné du prix Goncourt des lycéens. La deuxième fois, place de la Sorbonne, au printemps, pour un échange surréaliste et passionnant autour de la dark romance. Pour le dernier jour de l'été, nous avons pris un croissant et des cafés dans des tasses dépareillées face à un square rue des Écoles. Il nous restera un rendez-vous à prendre cet hiver pour une amitié en 4 saisons. Mais les rencontres, parfois, se passent ailleurs. Dans les livres, les histoires en partage, les images d'un pays natal et les échos d'une langue qui continue à nous traverser. Vous l'entendrez, ça grésille un peu parfois. Il faut un peu de temps pour faire tomber la carapace. Et ce qu'on découvre sous l'humour grinçant et l'armure autour du cœur, c'est un garçon sensible, d'une grande douceur, qui porte aux autres une attention infinie. Dans ses lectures, dans ses souvenirs, j'ai toujours entendu l'autre en ligne de mire. Pour ce 5e épisode de notre podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains, j'ai passé la dernière matinée de l'été avec Sabeel Goussou. Tu aimes bien parler de tes lectures, toi, en général, ou tu préfères garder... Je déteste ça. T'aimes pas parler de ce que tu as Je lu? déteste parler de livres. Tu détestes parler de livres? Ouais, là, je le fais, là, Je suis désolée, on va s'arrêter là. Bon, t'avais pas un endroit préféré? T'avais pas un endroit où t'avais... Peut-être la rue des Écoles, vraiment, je l'aime bien. Parce qu'il y a beaucoup de librairies, donc j'aime bien, c'est pour donner rendez-vous, là, je trouve ça sympa. Je sais pas, ça me rappelle un peu l'époque de mes parents, quoi. Dans les années 90. Pas de problème. J'ai failli dire place de la Sorbonne. Ah, c'était pas mal aussi. Mais, Tu peux faire en étapes après, hein, si tu veux. Après ton petit déj, tu iras prendre un croissant, etc. Mais t'as besoin d'être dans un endroit que t'aimes bien pour lire ou tu t'en fous? Tu lis partout? Dans la maison. Chez toi? T'as besoin d'être dans le calme. Pas de bruit. Tu peux pas lire dans un train, par exemple, ou... Non, j'ai la nausée dans le corps. C'est vrai? Oui. Ah, c'est terrible. Surtout que l'année dernière, je crois que j'ai fait 50 000 heures de train. Donc tu faisais quoi? Tu peux pas lire? L'enfer. C'est l'enfer. Tu peux pas travailler, tu peux pas C'est rien faire. l'enfer. Non, mais je lutte pour pas avoir la nausée. C'est le seul transport que je peux pas supporter. Sinon, chez toi, t'as besoin d'être dans des conditions particulières, quand même. Juste, il y a pas de bruit. Tu commençais à me parler de ce livre-là, c'est ton livre du moment, tu peux dire le titre? New York, portrait d'une ville arabe, de Marc Terris. Chez Biblio au Monde. Pourquoi tu le lis? Pour faire un papier dans l'Orient le jour. C'est une chronique littéraire dans l'Orient le jour où je peux écrire à peu près ce que je veux. Et Pourquoi t'as choisi celui-là? en fait, c'est toujours bizarre les livres que je choisis. Il y a une problématique, c'est qu'en fait, je parle souvent de livres qui sont parfois pas vendus au Liban. Donc en fait, c'est toujours difficile le choix de quel livre je peux parler ou pas. Et généralement, j'essaie de parler de choses qui ne sont pas du Liban ni du monde arabe, pour justement ouvrir un peu avec cette chronique sur autre chose. Ce journal est quand même très centré sur le Liban et le monde arabe. Mais parfois, voilà, il y a ce livre-là, par exemple, je sens que personne va trop en parler. Et tu l'as découvert comment? À Facebook. Improbable. Le Facebook de l'auteur? Ouais. J'ouvre rarement mon Facebook, mais j'ouvre mon Facebook et c'est le premier truc qui est apparu. Et j'ai vu la couve de son livre. Et ça m'a intrigué. La couverture? Non, Le titre? le portrait d'une ville arabe pour New York, parce que je me serais pas dit comme ça naturellement que New York est une ville arabe. Mais je l'ai trouvé dans les guides de voyage, en milieu de New York, au milieu des Lonely Planet, etc. C'est assez drôle de le trouver là-dedans. En fait, tu le suis à vélo. Il arrive à New York et il part sur la trace des Arabo-Américains. Et il prend un vélo, il traverse la ville et il va dans les quartiers où ils habitaient, où ils sont arrivés. Il revient sur les différentes émigrations. C'est intéressant. En fait, ce que j'aime bien en genre de livre, c'est que tu découvres plein d'auteurs et de livres que tu connaissais pas. Et il y a plein d'histoires. Ça peut même créer des romans. Tu vas où en librairie? Je suis très gibert, mais sinon plein de petites librairies au hasard. Tout seul ou t'aimes bien qu'on te guide? Seul. T'aimes pas qu'on te... Tu aimes pas quand t'es dans une librairie ou c'est toi et le livre, tout seul? Il y a des personnes dont t'aimes bien la vie, qui te recommandent des livres, ça c'est quelque chose qui peut t'amener à acheter un truc? Bah. Ouais, il y en a 3-4 personnes. C'est des gens à qui j'échange beaucoup de livres. Il y a un artiste qui s'appelle Emmanuel Saunier, un artiste français, on se conseille beaucoup de livres souvent. On s'envoie des chroniques, on s'envoie des papiers, on s'envoie même des livres par la poste comme ça par surprise. Il y a un écrivain qui s'appelle Christophe Donner avec qui on se conseille beaucoup de livres quand on se voit, on parle beaucoup de ce qu'on a lu dernièrement, avant, etc. Ça, c'est les deux personnes. Ils peuvent me dire n'importe quel livre, je vais le lire, c'est sûr. Je crois qu'on lit encore, on lira encore. Tes enfants liront encore? Mais oui. Pourquoi? Pourquoi ils liront encore? Mais je sais pas pourquoi on lit. Moi, je sais aussi. Toi, tu lis.
Je sais pourquoi j'ai commencé à lire à un moment, beaucoup. Dis-moi. Bah, parce que tu cherches à t'échapper, que c'était le moyen de s'échapper. Ça a remplacé les films pour moi à un moment. J'allais beaucoup au cinéma. Et je crois que c'est quand j'étais au Liban, je vivais au Liban, bah, il y avait moins de cinéma, donc t'as moins accès à des films. Et là, j'ai commencé à me plonger dans les livres parce que c'était plus facile d'accès et j'y trouvais plus mon compte. Mais tu t'échappes de la réalité. Ma prochaine lecture, je sais pas c'est laquelle. J'ai pris des photos de chez moi de mes livres pour te dire c'est quoi la prochaine lecture. Alors, on a quoi? La fin des monstres de Talma Desta, La propagandiste Cécile des Prairies, Ce que je sais de toi, Éric Chacour. C'est Tu l'as génial, dit? ça. Ouais, on m'a dit que c'est incroyable. Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carte par-ci. J'adore ce titre d'Elise Goldberg. Plus jamais de Megan Nolan. Georgette de Dea Liane. Ok, donc ça, c'est les prochains juste pour toi, quoi. Ouais, et là, il y en a un, et ça sera peut-être un papier pour le jour d'ailleurs. C'est l'éditeur de l'Attila qui me l'a passé. Il le sort dans une maison d'édition qu'il a en plus, qui s'appelle Othello, s'appelle À titre provisoire, de Deepak Krishnan. C'est le nom C'est un Indien, ouais. C'est un Indien qui a écrit sur, je crois, sa famille indienne à Abu Dhabi, qui a grandi là-bas. Donc là, tu m'as montré la photo des prochaines lectures, mais imagine, il y a une bibliothèque chez toi? Ouais. Plusieurs bibliothèques? Il y en a une. Et vas-y, comment elle est rangée de la bibliothèque chez toi? Elle est rangée. Est-ce qu'elle est rangée déjà? Oui, elle est rangée. Elle est rangée. T'as un classement Il particulier? n'y a pas de classement. Si, il y a un faux classement. À un moment, il y a la partie monde arabe, Iran, Israël, Turquie. Voilà, il y a une sorte de 4, 5, 6 étagères comme ça. Où il y a beaucoup de livres anciens que j'ai retrouvés, de romans, d'essais, etc. Et après, aux alentours, de temps en temps, je fais semblant de ranger par maison d'édition. Ça tient quelques, tu vois, 2, 3 étagères. Après, j'ai pas mal comme j'écrivais beaucoup sur la photo, sur les livres photos, j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de livres photos à une époque. Et donc j'ai des lignes d'étagères entières que de beaux livres, de livres photos. Ça, je les aime beaucoup. J'aime bien les feuilleter de temps en temps de nouveau. Surtout qu'il y en a vraiment qui sont très très beaux. Et après, j'ai des bibliothèques à la cave. À la cave? Ouais, j'en ai 3 grandes à la cave. Et quels sont les livres qui sont à la cave? Alors ça. Alors il y a tous ceux sur la guerre du Liban qui sont partis à la cave. Okay. Une fois que j'avais fini l'écriture de Beyrouth-sur-Seine, je me suis dit maintenant je prends tout, je les descends. J'ai dû en garder peut-être un en haut. Peut-être Samir Kassir. J'ai dû garder le livre sur la guerre du Liban de Samir. Alors, en général, quand je les mets à la cave, c'est que je vais les offrir. Okay. Enfin, c'est pas que je vais les offrir, c'est que facilement, je vais vouloir... les garder près de toi. Ouais, mais en fait, en soi, j'ai besoin de garder aucun livre près de moi. T'as besoin de garder aucun livre près de toi? Oui, je pourrais enlever tous les livres, j'en garderai peut-être 10 ou 15, quoi. Mais je les rouvre plus, en fait, les livres. Tu relis pas les livres que t'as déjà lus? C'est rare. J'ose pas les relire. Et sauf les livres photos. Tu oses pas les relire? Ouais, j'ai un truc de je me lance dedans et puis je me dis en fait si je relis un livre, je vais pas en lire un autre que je connais pas encore. J'ai toujours une culpabilité à relire et en même temps je le relis pas. Vraiment, j'ose pas, je sais pas pourquoi. Pas parce que tu t'as peur de pas retrouver forcément l'émotion ou le plaisir que t'avais la première fois, ça non? Non, parce que je fais confiance à la première émotion, si elle arrive à un moment où si à un moment j'ai lu un livre il y a 10 ans et il m'avait ému à ce moment-là, si moi je suis pas ému de la même façon 10 ans après, c'est normal, mais je comprends très bien pourquoi il m'a ému 10 ans avant. Donc non, je me fie plutôt à la première émotion que j'ai. C'est la bonne, quoi. C'était la bonne au bon moment. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des livres que t'as essayé de lire à un moment de ta vie qui te tombaient des mains et t'es revenu dessus après en te disant c'était ouais? Les ouvertures Antonio Moresco. Ok. Alors je sais que je l'avais depuis 2 ans à la maison, je l'avais commencé. Il me semble que c'était un séminariste au début du livre et j'y arrivais pas. Et j'ai réussi cet été. Donc 1 an et demi plus tard. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi t'as réessayé surtout? Parce que je sais que j'avais envie de le lire, j'aimais le résumé du livre m'intéressait. C'est en 3 parties. Au début, c'est un religieux qui devient ensuite militant et qui finit par être écrivain. J'aimais cette idée en 3 parties. Il fait tout ce que je ne fais pas dans l'écriture, c'est qu'il rentre vachement dans les détails. Très descriptif, très lent, très contemplatif. Et ça m'intéressait de voir comment... il écrit vachement bien et ça m'intéressait de voir justement qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas là-dedans. J'aimais la trajectoire du personnage. Non, j'avais envie de le lire. C'est juste que j'arrivais jamais. J'ai dû essayer 12 fois avant d'y arriver vraiment. Il y en a un que je veux toujours lire, que j'ai toujours pas réussi, c'est Cité à la dérive. Tu l'as lu? Non. Bah celui-là, il est là depuis... T'as commencé, t'as arrêté? Ouais, je commence, j'arrête. Je t'oublierai tous les jours de Vassilis Alexiakis aussi. J'avais lu 100 pages. J'adore Alexiakis, c'est l'un de mes auteurs préférés. Et celui-là, je crois que je suis trop ému à chaque fois, où je me dis que j'ai pas envie de le finir. Je sais pas, je le commence, je le relaisse, je le reprends. Il est toujours là. Cité à la dérive et Alexiakis sont vraiment à l'entrée de la bibliothèque. Et ils sont là et ils sont toujours là. Et je sais pas pourquoi j'y arrive pas, je sais pas ce qui se passe. Ils sont là. Et Alexiakis, je crois que c'est parce que j'ai pas envie de finir tous ces livres. Peut-être.
Tu veux pas qu'il y ait une fin à ta Ouais. rencontre avec lui. Et puis c'est sur la mort de sa mère. Une petite. Je te dirai tous les jours. Tu l'avais lu? Oui, c'est beau. En tout cas, les 120 pages, c'est très très beau. Je crois que je peux les lire en boucle. Et tu recommences à chaque fois? Ouais. C'est vrai. Je recommence à chaque fois. C'est pas mal. Il y a un livre, ou peut-être plusieurs, que tu aurais en tête que t'aimes bien offrir parce que toi, tu t'as procuré une émotion très forte que tu as envie de... Ouais, dès que j'aime un livre, je vais l'offrir. Est-ce qu'il y a un de ces derniers temps en particulier, par exemple? Si, il y en a un que j'offre tout le temps, que je vais faire encore il y a pas longtemps, c'est Gioconda. C'est son seul livre qu'il a écrit. L'auteur est mort. C'est une histoire d'amour. Gioconda, Nikos Pokansis? Ouais. Oui, ok. Édition de l'Aube. Ouais, ça m'est revenu. Ok. Oui, Celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai encore offert avant l'été. Parce que je trouve que c'est parfait. Il y a très peu de mots. C'est très dur de raconter une histoire d'amour, je trouve, dans un livre. Enfin, je trouve que c'est un exercice le plus difficile. Et il le fait parfaitement. Il y a tout. Et il y a le contexte politique derrière. Et en même temps, il y a très peu de mots. C'est son seul livre. C'est parfait. C'est très beau. Je sais pas, c'est juste très beau. C'est le livre parfait, quoi. C'est le livre qu'on aurait tous voulu écrire. Il a écrit un roman, il est parfait. J'aurais rêvé qu'il y ait un seul roman qui soit parfait. Et après, tu te tais à vie. C'est merveilleux. Donc, j'aime bien offrir celui-là. Et dans les romans d'amour, il y en a un autre que j'offre tout le temps, c'est Clair de femme de Romain Gary. Ces deux-là, je les offre beaucoup. C'est sûr que je vais offrir celui-là là, à titre provisoire de Deepak dont je parlais tout à l'heure. Ça, je pense que c'est sûr que je vais le faire à une ou deux personnes. Et en fait, j'aime bien offrir, c'est ça, j'aime bien offrir les livres dont on va pas forcément entendre parler, ou dont mes amis vont pas forcément entendre parler, parce que voilà, je pense que cette édition, ils ont dû en tirer 500 exemplaires, quoi. Et tu vas faire passer ce genre de nom comme ça. Et que qu'ils puissent en parler à quelqu'un d'autre, et je me dis, tu vois, ça fait un relais sur des livres dont on parle peu. J'aime bien faire ça généralement. Je pense à une phrase là en discutant avec toi que j'ai lu dans un bouquin récemment. Bien que la lecture soit a priori un acte que tu fais tout seul en solitaire, t'es toujours encerclé par une communauté de lecteurs. Tu penses toujours à quelqu'un quand tu lis. Oui, c'est joli ça. Oui, je suis d'accord. Oui. Oui, je suis d'accord. Moi, par exemple, quand je lis les poèmes, c'est alors parce que je parlais de ça, les poèmes, en plus, je trouve ça encore plus fort parce que les poèmes, à chaque fois, t'en lis un, tu penses vraiment à quelqu'un en particulier. Tu dis, ça va lui toucher à lui, ça va lui toucher à elle. Enfin, il y a vraiment un truc très précis comme ça de, quand je lis un recueil de poèmes, franchement, je finis par prendre 25 photos du recueil et j'envoie 25, tu sais, WhatsApp en disant, tiens, à des amis, à des personnes à qui ça pourrait plaire. Mais oui, c'est vrai que t'es toujours en lien d'une manière ou d'une autre. T'es arrivé à la lecture par quelqu'un, j'imagine. Enfin, au départ, peut-être tes parents, ou comment ça arrivé chez toi? C'est toi tout seul? On t'a pas parlé de livres pour que t'aies envie de lire des livres? Jamais personne n'a parlé. Comment c'est arrivé? Oui, l'autre fois, je me suis rappelé, je crois que ma mère allait beaucoup vers Lafayette, à Montparnasse. Je lui demandais de me laisser dans la librairie. Mais ça, sans dire que j'ai maintenant que j'avais complètement oublié. T'avais quel âge? Je sais plus, j'avais, je vais dire n'importe quoi, mais ça va être entre 6 et 12. Faudrait que je leur demande. Mais tu vois, c'est quelque chose comme ça. C'est vraiment très large. Entre 6 et 35 ans. Voilà, entre 6 et 40. Non, mais ça doit être, je sais plus, j'étais petit. Mais à quel point petit, je sais plus. Tu savais lire, quoi. Je savais lire. Et j'adorais rester des heures dedans. Et honnêtement, j'arrive plus à savoir ce que je foutais dedans. Mais je sais pas ce que je faisais. Mais je sais qu'il y avait tout un coin de livres, pas vraiment de science-fiction. Il y avait pas trop Internet à l'époque, mais il y avait des livres. Faudrait que je les retrouve. Des jeunes qui, tu sais, qui trafiquaient des trucs sur des ordinateurs et qui voulaient changer de monde. Avec l'ordinateur, ils changeaient de monde. Et c'était toute une collection de livres comme ça qui racontaient ça et j'adorais ça. En plus, c'est une collection très particulière il y avait des illustrations dessus. Visuellement, je l'aime, mais j'arrive pas à retrouver de traces de ces livres-là. Et j'aimais beaucoup ces livres. J'adorais parce qu'en fait, c'était des gens qui pouvaient changer de monde. Et je me souviens que ça me marquait énormément. Tu disais que tu voulais changer de monde, toi aussi? Bah, sûrement, ouais, quand t'es petit, t'as envie de changer de monde. Et ça, c'est mes souvenirs de première lecture vraiment enfant. Il y avait des livres chez toi? Ouais, plein. Ma mère, beaucoup de revues, de magazines. Et mon père, énormément de livres. Okay. Énormément. Pas de romans du tout. Beaucoup de poésie, beaucoup d'essais politiques, beaucoup de livres politiques, beaucoup de témoignages d'hommes politiques. En français, en arabe. Beaucoup en arabe. Beaucoup de journaux. Je sais un souvenir vraiment de beaucoup de journaux. Et après, quand j'allais au Liban, énormément de livres parce que mes oncles avaient une librairie. Donc en fait, dès qu'on rentrait, ma première rentrée au Liban, une fois que je sortais de l'aéroport, on prenait la voiture et en fait pour rentrer dans la maison, on rentrait d'abord dans la librairie. Donc en fait, tu rentres, t'étais au milieu de livres et donc. T'as grandi au milieu de livres, quand même. Bah j'ai grandi, ouais, non si, j'ai grandi au milieu de livres, mais jamais personne m'a dit lis. Mais les souvenirs des livres au Liban, dans la librairie, c'est je pense que ça a dû, je sais pas à quel point ça a fait qu'aujourd'hui j'écris des livres, mais si, mes oncles, pendant la guerre, qui ouvrent une librairie, qui vendent des livres, ils faisaient des affiches
les livres qu'ils avaient publiés pendant et après la guerre, les recueils de poésie. Ils avaient publié des curés qui étaient très avant-gardistes à l'époque. Il y avait plein d'auteurs chez eux tout le temps. Tu vois, de voir ça, de voir ce Liban-là, ces gens, cette émulsion, ils étaient toujours en train de toute la nuit, ils travaillaient sur des livres, des maquettes de livres. Je me souviens de ma tante qui dormait pas de la nuit, à fumer des clopes dans une espèce de cave, à éditer des livres qui sont imprimés à 1000 exemplaires et être passionnés, et des gens qui viennent et qui discutent et ils s'engueulent et tu vois, ça je te le dis, c'est un truc dont j'ai jamais parlé. Je suis en train d'en parler maintenant, c'est en train de me revenir. Je pense qu'un jour j'écrirai dessus. Mais c'était fou. Ça me donne pas ces larmes aux yeux, c'était fou. Oui, c'était fou d'être au milieu de ça. Je crois que je réalisais pas, tu vois, je réalise maintenant. Et je vais réaliser de plus en plus, mais. C'est infusé. Yeah. Bah ouais, quelqu'un, de voir ta tante bosser pendant des nuits entières. Ouais, donc je disais, si, ça me marque de voir mon oncle, ma tante, bosser sur des maquettes toute la nuit, Si, c'est plus que marquant, c'est énorme, c'est une chance de fou, enfin, c'était dingue. Tu vois, maintenant quand j'en parle, je trouve ça surréaliste. C'est fou. Et tout à l'heure, tu parlais de maquettes, etc. L'objet, livre, c'est important pour toi encore aujourd'hui, même quand tu as un livre en main. Il y a rien de plus beau qu'un livre. Je suis fasciné par les livres. Ouais. Les maquettes, les livres, la couverture. D'où je pense aussi mon attrait très fort pour les livres photos et les beaux livres. Si, c'est parce qu'ils créent énormément dans les livres photos. Il y a énormément de maquettes différentes, tu travailles sur les papiers, tu déconstruis complètement le livre en fait. Et j'adore ça, je suis passionné par ça. L'objet, mais est-ce que c'est genre un truc un peu, je sais pas comment dire, sacré, ou tu t'écris dans tes bouquins, j'ai vu que tu surlignais, est-ce que t'aimes l'objet au point de le respecter et d'en faire rien, ou au contraire, c'est une sorte de compagnon de vie, tu mets des trucs dedans, c'est quoi le livre? Ça dépend du lien avec le livre. Là, celui-là dont on parle, New York Portrait d'une ville arabe, où je fais un papier dessus, j'aime bien stabilité en jaune, ça me donne des repères après pour faire mon papier. Mais quand c'est pas pour le boulot. Quand c'est pas pour le boulot, est-ce que tu cornes? Est-ce que tu écris dedans? Est-ce que je corne, j'écris pas. T'écris pas dans tes livres? Quand c'est des livres photos, vraiment, je fais rien. Je respecte divinement le livre. J'ai déjà du mal à tourner les pages, j'ai l'impression déjà de faire un truc en trop. Après, quand c'est des romans, des récits que je lis pour le plaisir, non, je suis assez respectueux. Il se peut que je l'achète en double. Et donc, il y a une version il y a un livre pour lequel je vais rien faire. Et le deuxième, je vais écrire dessus. Et parce que tu as envie d'écrire dedans, mais tu veux pas abîmer ton exemplaire, donc tu vas en acheter. Ouais, je vais garder ou sinon je vais écrire dedans, parce que là, c'est maintenant, faut que j'écrive, tu vois ce que je veux dire, je suis en train de le lire et c'est fini, faut que j'écrive. Mais je sais que une semaine, 10 jours, un an plus tard, je vais racheter le livre en double pour l'avoir. Nickel. Sachant que je peux l'offrir. Okay. Que si je l'ai aimé, que j'ai noté, c'est un livre que je vais vouloir offrir, donc c'est bien de l'avoir à la maison, neuf, sans note, pour que si quelqu'un vient à la maison, si un jour je pense à, voilà, il est là, je peux l'offrir directement, il est disponible, quoi. Oh. Toujours l'autre en ligne de mire, toujours quelqu'un. Ouais, non, ouais, souvent, ouais, les livres, ouais, je passe mon temps à filer tous mes livres. Et tu mets des choses dedans, tu retrouves, ça t'arrive de trouver je dis ça, j'avais lu un texte d'Alberto Manguel qui, quand il était jeune, était lecteur chez Borges, je sais pas si t'avais lu, ça s'appelle Chez Borges, je crois. Borges, à la fin de sa vie, était devenu aveugle, qui avait besoin qu'on lui fasse la lecture, et lui y allait. Et il raconte que quand il prenait des livres dans sa bibliothèque, il trouvait toujours un truc dedans, notamment des billets. Et Borges lui disait, je mets de l'argent dans mes livres, des trésors dans mes livres, comme ça, quand je relis mon livre, je trouve un double trésor. Bref, sans mettre de la thune dans tes livres, est-ce que tu mets des choses dans tes livres? Il y a de la thune dans mon livre, c'est vrai que tu dis ça. On m'a offert un billet qui venait de Cuba. Ah oui. Et je l'ai mis dans je sais pas quel livre. Okay. Mais c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que tu fais ça? C'est drôle que tu racontes ça. Et un jour, je retrouve dessus par hasard. C'est ça. J'adore retrouver dans des livres d'occasion que j'achète des choses dans les livres. Ah oui. Ou tu vois la bibliothèque de maison, que maintenant il y a la bibliothèque, la librairie de maison, il y a plus de librairie maintenant, donc tout est dans un dépôt. Et il m'arrive parfois d'aller dans ce dépôt. Et j'adore fouiller dans leurs livres, parce que dans leurs livres, je trouve toujours des choses. Il y a toujours des cartes postales, des mots, et j'adore farfouiller dans leurs livres et dans leurs dépôts. Et trouver les histoires de d'autres personnes que toi. Ouais, tu te demandais comment ce truc-là est arrivé dans ce livre-là, enfin, comment cette carte postale est là, pourquoi il y a cette lettre-là. Je pense que j'aimerais bien, aller chez les gens et découvrir ce qu'ils mettent dans leurs livres. C'est plus ça. Oui. Je serais curieux de ça. Il y a des rencontres que t'as marquantes pour toi, que t'as faites grâce à un livre? La rencontre de l'écrivain Christophe Donner, moi, quand j'étais jeune, c'était énorme. Tu l'as rencontré d'abord par ses textes? Je l'ai rencontré d'abord en famille. Il s'avère qu'il était en couple il est en couple avec une Libanaise qui était à l'école avec ma tante, enfin tu vois, un truc comme ça improbable,
Et donc il arrivait à un anniversaire de famille. Je crois que c'est la première fois que je le rencontre, et donc une famille libanaise, anniversaire, tu vois, toute la famille libanaise, et puis il y a cet écrivain français qui débarque, chauve comme ça, avec sa petite chemise à fleurs, il dénotait complètement au milieu de tout le monde. Et je sais on a très vite parlé, on est très vite devenus copains, et en fait, il m'a ouvert une brèche, quoi, dans la vie, quoi. C'est la première fois que je rencontre. Enfin, tu vois, à part les écrivains dont je parlais, que je rencontrais chez mes oncles et mes tantes au Liban, mais des gens très engagés, très politiques, très qui ressemblaient aux gens de ma famille, d'une certaine façon. Tu peux me faire penser à mon père, etc. C'est la première fois que j'ai rencontré un écrivain, donc hors Moyen-Orient, totalement libre et détaché de ça, et qui écrivait des livres, qui parlait de sa vie, qui écrivait des livres pour enfants. Et en fait, je sais que quand je lui ai parlé, j'ai commencé à lire ses livres. C'est un monde s'ouvert à moi, vraiment. Je savais pas ce que c'était un écrivain français. T'écrivais déjà à ce moment-là? Des mauvais scénarios, ouais. Plein de mauvais scénarios. Une multitude de mauvais scénarios. Que je lui ai fait lire d'ailleurs. Il m'a dit ils sont très mauvais. J'avais vraiment raison. Parce qu'il était vraiment très très mauvais. Et il m'a beaucoup aidé dans l'écriture. C'est à lui que j'ai envoyé la première version du Nez Juif. Enfin, les premières pages. Et justement, comme il avait lu mes scénarios avant, et il avait vu combien c'était nul, quand je lui ai envoyé la première version de ce livre-là, où moi j'ai senti pour une fois que j'écrivais quelque chose qui tenait un peu la route, ou en tout cas qu'il se passait quelque chose, et il a tout de suite confirmé, c'est très bien. Il m'a dit, c'est très très bien, tu continues. Et son très très bien c'est lui qui a fait que j'ai continué, quoi. Je pense que si j'avais pas rencontré, je sais pas, on peut pas dire ça, mais peut-être j'aurais jamais écrit de livre, mais je sais pas, c'est possible. Mais d'ailleurs, dans la rencontre autour d'un livre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est le livre ou c'est la rencontre? Parce que là, tu me parles de Christophe Donner, mais c'est la personne que tu as rencontrée, c'est pas son livre. Non, c'est la rencontre des livres, parce que j'ai lu directement, je crois qu'il venait de sortir un livre qui s'appelle Un roi sans lendemain. Mais non, c'est livre, en fait, c'est les deux. C'est livre plus rencontre. C'est la lecture de ces livres m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Moi, je lisais que des essais à ce moment-là, en plus. Des essais politiques, sûrement parce que autour de moi, dans ma famille, on lisait que des essais. Mon père lisait que ça. Mes oncles parlaient que de politique tout le temps, et voilà, tu vois, il y a toujours un peu de poésie quelque part, mais c'était beaucoup de la politique. Et en fait, Christophe, il m'a ouvert le monde du roman, en fait, je peux dire je peux raconter une toute petite histoire d'amour. Moi, j'étais pas conscient de ça. Pour moi, tu sais, c'est des livres, c'était on change le monde, on libère le Liban, la laïcité. Tu vois, c'était des grandes choses comme ça. Donc non, lui, ces livres, ils m'ont fait découvrir un monde que je connaissais évidemment, que je connaissais plus à travers le cinéma, mais pas du tout dans les livres. Dans lequel t'allais pas encore naturellement. Dans la lecture. Ouais. Non, vraiment pas du tout même. J'ai oublié de te poser une question. Tu parlais du Nez Juif. Il y a une phrase dans ton roman où tu dis je me suis enfermée chez moi pour lire. Seuls les livres pouvaient me réconcilier avec les hommes. Qu'est-ce que tu penses que la lecture réconcilie avec les gens? Tu penses que ça lie les gens? J'écris ça à l'époque parce que c'est que dans les livres où j'ai réussi à trouver des voix qui résonnaient en moi. C'est dans des livres. C'est-à-dire que j'étais sur le Nez Juif, c'est la question juive, israélienne, israélo-libanaise, etc. Quand on parle de vive voix avec des gens, on finit tous par se disputer très vite. T'entends pas de voix très nuancière, très sensible. Et j'ai trouvé des réponses et des voix qui résonnaient dans les livres, à travers des romans, des auteurs. C'est eux qui m'ont ouvert les yeux ou qui m'ont fait comprendre que peut-être d'autres gens pensaient un peu comme moi, ou comme ils ont affirmé une pensée que j'avais, mais je savais pas exprimer. Et c'est vrai que parfois les livres, ça se réconcilie avec le monde, oui. Parce que tout d'un coup, t'entends des gens qui racontent des choses et ça résonne en toi. Et tu l'aurais pas entendu ailleurs, après. Ok. Et est-ce que aujourd'hui, t'arrives à définir qu'est-ce que tu recherches quand tu lis? Je sais plus. C'est marrant que tu me demandes ça parce que je me pose souvent la question. Je me demande ce qui me touche encore dans les livres. Parce que je commence un livre et en fait, je sais plus, c'est la construction, comment il raconte, la phrase, je sais plus ce qui me plaît, je sais plus ce qui me touche. Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est la forme? Je suis très touché par les premières phrases. Okay. Ça peut me convaincre ça peut me convaincre ou de lire un livre ou d'arrêter un livre. Okay. D'ailleurs, une première phrase ne me plaît pas, j'arrête le livre. Il y a des premières phrases dont tu te rappelles par cœur, là, que tu pourrais me donner, importantes? Par cœur, non, je retiens pas par cœur. Je sais où ils sont dans quel livre, c'est-à-dire que si je vais dans la bibliothèque, tout de suite, je peux te sortir le livre et te lire la phrase. Et j'aime bien ce lien. Encore une fois, c'est très visuel, quoi. Okay. Regarde dans les mémoire, je sais que c'est là et je peux, si je cherche une phrase dans un livre, je sais où elle est, quoi. Physique aussi, de toucher le livre et tout. Mais, il y a des phrases, BW de Lydie Salvert, je sais que la première phrase, je la relis souvent, celle-là. Okay. Elle est fulgurante. Bah oui, la première phrase, je pars. C'est génial. Je pars, toujours, il dit je pars, je me tire. Il aime le mouvement de partir,
Il se fout de l'endroit à atteindre, ce qu'il aime c'est partir, c'est déclarer qu'il part. Il dit qu'il va écrire un jour l'éloge de la fuite. Cet éloge lui paraît d'autant plus justifié qu'il a appris hier que le verbe partir en espagnol signifiait aussi partager. Il a toujours sur lui un passeport à jour pour passer les frontières, prêt à fuir. Il n'y a pas 36 solutions quand l'ennemi menace, dit BW, mi-rieur, mi-sérieux. Soit mettre les voiles, soit l'attaquer de front. Cette dernière solution requérant un attirail et des forces plus lourdes. Tout autre est malvenu. BW est un guerrier, plus tard je dirais en quoi. BW est un tendre. Il pleure la mort de Fausto le chat. Encore aujourd'hui, il pleure sa mort. Il a des chagrins lents et des joies foudroyantes. Ces joies lui sont plus souvent données par le voyage, par les plaisirs qui naissent du voyage. Je l'ai 1000 fois constaté, c'est en voyage que BW montre son visage le plus avenant. En cela, il diffère de moi. Tout projet de quitter le refuge m'accable, l'odeur d'égare mes cœurs, traîner une valise m'est un supplice, mes tendresses d'esprit vont de préférence aux reclus et aux immobiles. Il m'arrive de penser que je pourrais sans peine mener une vie de monial. Ma vie physique est d'ailleurs une vie d'enfermé. Et ce n'est pas demain qu'on m'invitera au festival des écrivains voyageurs. BW, lui, est toujours en instance de partir. Dès que quelque chose m'insupporte en France, et c'est souvent, il dit, je me casse de ce pays, je me barre, je vais voir ailleurs si j'y suis. Il donne l'ironique justesse de cette expression. Quelquefois, il le fait pour de bon, et je m'inquiète. J'adore ce début. Mais c'est quoi le livre? Parce que là, Ah, génial. Je suis désolée. Ça, c'est bien. Voilà, ça tombe, c'est parfait, Je ça. suis de Montréal et là, je... Lydie Salver, vous la connaissez? Non, puis je vais prendre la photo de votre téléphone. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Elle écrit sur son mari. Vous êtes captivant, là. C'est très très beau comme livre. Ouais, je vous en prie. Eh ben voilà. Ouais, c'est Bravo. parfait, là. On a fait lire Lydie Salver à quelqu'un, c'est bon. On a réussi notre journée. T'as réussi ta journée, bravo. Donc pour terminer, on avait imaginé une sorte de question pour former un passeport littéraire. T'es pas obligé de répondre à tout. S'il y a des questions que On t'aimes n'aime pas pas, trop les passeports, oui, je dis-moi. sais. Sabine, si tu étais un titre de livre, est-ce que tu pourrais en Ouais, faire? quand je suis devenu fou de Christophe Donner. Si tu étais un héros ou une héroïne de roman, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu risques? Que j'ai dit héroïne? Non, parce que j'allais dire ma mère, mais oui, bah, ma mère. Ah, c'est pas mal. Bah oui, c'est l'héroïne de ton roman. Oui. Est-ce qu'il y a un texte, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais je pourrais le redire, un texte que tu aurais adoré écrire? Ah, Gioconda. C'est Oui. celui-là que tu veux dire, ouais. Enfin, il y en a peut-être d'autres, Moi d'ailleurs. aussi, Gioconda, j'aurais adoré l'écrire. Et alors, la dernière fois, j'ai fini un livre, je me suis dit, mince, je suis deg, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et c'était quoi? Bah, je pense que pratiquement tous les livres de Vassilis Alexakis, j'aurais aimé les écrire, pour le coup. Il a une douceur, une ironie et un flegme dans l'écriture que je trouve incroyable. Il l'a eu de plus en plus en vieillissant. Peut-être avec l'âge, c'est vrai que ses premiers livres étaient plus, je sais, un de ses premiers, c'est Les Girls du City Boom Boom, mais c'est beaucoup plus enlevé. Mais après, voilà, en vieillissant, il a comme ça quelque chose de calme et c'est beau. Est-ce qu'il y a un écrivain, un auteur, une autrice, mort ou vivant, avec qui t'aimerais vraiment passer un moment, discuter? Bah, je vais me répéter, mais Alexakis, j'aurais aimé le rencontrer. Ouais. Ouais. J'ai jamais rencontré. Tu lui aurais demandé quoi? J'aurais pas parlé de livres, je serais allé boire de l'ouzo avec lui en Grèce, peut-être dans sa maison, et puis on aurait joué au tavli, à taoulé, et puis on aurait tout fait sauf parler de livres, mais on aurait passé des moments ensemble comme ça. Ouais, j'aurais aimé passer des moments avec lui de vie. La particularité là aussi qu'on a dans ce podcast, c'est que l'invité précédent pose une question à l'auteur suivant sans savoir qui il sera. Donc c'est Olivier Liron que j'ai rencontré avant toi qui te pose cette question sans savoir que c'était pour toi. Quel est le dernier livre qui t'a fait te sentir le plus vivant? Ça va être le recueil de poésie. Pourquoi les poètes inconnus restent inconnus. Richard Rotigan. Exactement. Il y a des passages. Tu l'as vu? Oui. Et incroyable. Incroyable. Il y a des moments où j'ai ri comme un dingue. Il y a des moments où c'est très très beau. Il y a des moments où c'est complètement fou. Ah, j'ai adoré tout. T'as un poème qui te vient en tête, là? Il y a celui sur le coca que j'ai en tête. Sur le coca, ouais. Ça m'a fait rire, mais j'ai plus le poème en tête. Je te dis, je les connais vraiment pas par cœur. Je les ai pris en photo. Okay. Tu veux que je regarde? Je les ai pris en photo pour envoyer des poèmes à des amis. Je les ai retrouvés assez rapidement. Attends, ah bah oui, j'en ai pris plein. Nature morte 3, une Bible et un grain de sel. Photographie 4, 2 billets de train pour nulle part et nulle part. Le rêveur inconnu. Un jour, je pense, et bientôt, qu'on devrait ériger un monument fragile au rêveur inconnu, vu qu'il était plus important que les soldats. C'est génial. Très beau. Sans titre, Jésus.
plus pur que l'amour d'une mère chat pour ses chatons. Des rêveurs au chômage. J'ai de la peine pour les gens qui ne sont pas employés à rêver. Quelqu'un veut un Kleenex. Mon amour est un bel oiseau haut dans le ciel bleu. Je n'attraperai jamais mon amour, peu importe mes efforts. Quelque chose. Il y a quelque chose en moi qui ne trouve la paix que lorsqu'il est dans la forêt, que lorsqu'il marche sur le sol de la forêt et entouré d'arbres. Ah ben là, tu vois, par exemple, ça, j'avais pris en photo pour l'envoyer à l'ami dont je te parlais, Emmanuel Saunier, tout à l'heure, parce c'est un homme qui se sent très vivant quand il est dans la forêt. Je trouvais que ce poème allait lui parler. Et peut-être l'inspirer pour son travail ou pas. Donc, je comptais lui envoyer. Donc, voilà, parfois, je prends vraiment précisément pas, ça me touche pas forcément à moi, le poème, mais je me dis, voilà, à cette personne-là, ça va lui plaire. Ça, c'est beau. L'attente. Ça m'a paru des années avant que je cueille un bouquet de baisers sur sa bouche et les dépose dans un vase couleur d'aube, dans mon cœur. Mais l'attente valait le coup parce que j'étais amoureux. Et puis, alors, il y a un autre livre, mais là, c'est particulier. Maintenant parce que j'en lisais plusieurs en parallèle. C'était le recueil de poèmes, un des recueils de poèmes de mon père, qu'il a écrit en arabe, que j'aimerais traduire au français, et que j'ai commencé un peu à faire. Et c'est vrai qu'en lisant ce recueil, j'avais jamais lu ces recueils. J'en avais lu, tu vois, de temps en temps, comme ça, de quelques poèmes, mais jamais me plonger complètement dans un de ces recueils. Et là, c'était très émouvant de lire mon père il y a 25 ans, quoi. C'est fou, c'est fou. D'ailleurs, c'est bien que je les ai lus après avoir écrit le livre sur lui. Parce que j'aurais été, je pense, un peu trop, bloqué par le fait qu'on pense les mêmes choses ou qu'on écrit des phrases similaires, tu vois, il y a quelque chose d'assez troublant. Mais Brotigan est mon père. Pour répondre à la question. C'est pas mal. Il faut que toi aussi tu poses une question à la personne que je verrai ensuite, sans que tu saches qui c'est. Une question que tu aimerais lui poser. Bah si, ça va être assez facile. Quel est le dernier livre qui lui a fait rire? Rire? Ouais. Tu te transmettras sa réponse. C'est qui la prochaine personne? Tu le dirais pas tant tu qu'on me le dis l'enregistre. avant. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super. C'était le podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Sabile Goussoub. Retrouvez sa sélection de livres sur le site de la librairie www.desgentsquilises.fr. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en à d'autres gens qui lisent. À bientôt à la rencontre d'une autre bibliothèque. Belle journée dans les livres.